Place à présent au décryptage de l'information. On en sait désormais un peu plus sur le profil de l'homme qui a giflé Emmanuel Macron. C'était mardi dans la Drôme. Damien Tarel, 28 ans, qui d'ailleurs passera en comparution immédiate ce jeudi et qui suit l'extrême droite royaliste sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé chez son ami des exemplaires de Mein Kampf, également des armes à feu. Tous deux sont inconnus des services de renseignement. Mais c'est l'occasion de parler ce matin de la menace de l'ultra-droite en France, dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. Début mai, dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste, 6 personnes, en effet, déjà gravitant dans les milieux d'extrême droite du Grand Est ont été interpellées. Elles projetaient un attentat terroriste contre une loge maçonnique en Moselle. Alors, que représente cette droite radicale en France aujourd'hui ? Antisémite, raciste, homophobe, nostalgique du régime de Vichy, défenseur d'un catholicisme intégriste. Quelle est la réalité de cette menace ? Eh bien, on fait le point ce matin avec vous, Christophe Dard. Et d'abord, retour donc sur le profil de l'homme qui a giflé Emmanuel Macron ce mardi. Oui, il s'appelle Damien Tarel, il a 28 ans et donc les faits se sont passés à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Il sera jugé, d'ailleurs on l'a appris hier, cet après-midi en comparution immédiate. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur de la République de Valence. Donc cet homme justement habite au nord de Valence, dans la Drôme, adepte des jeux de rôle médiévaux. Il a fondé 2 associations dans les arts martiaux historiques européens, une pratique de combat tombée dans l'oubli et qui compte 1500 pratiquants en France. Et les jeux de plateau à figurines, son ami Arthur C., celui qui a filmé l'agression du chef de l'État, est également passionné par le Moyen-Âge, adepte des combats à l'épée. Damien Tarel est décrit comme non-violent et apolitique. Et il est décrit comme apolitique, mais avant de gifler Emmanuel Macron, il a quand même lancé « Montjoie Saint-Denis », un cri de guerre du Moyen-Âge devenu un slogan des royalistes. De plus, les enquêteurs ont découvert qu'il s'était abonné sur YouTube, notamment à plusieurs chaînes d'extrême droite. Notamment celle d'un certain Henri de Lesquen. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pourtant très populaire dans les milieux d'extrême droite. Cofondateur du club de l'Horloge dans les années 70, un cercle de réflexion qui voulait faire la passerelle entre la droite traditionnelle et républicaine et le Front National à l'époque. Il a été conseiller municipal à Versailles et président de Radio Courtoisie à partir de 2007. Candidat à la présidentielle de 2017, il multiplie les dérapages, notamment antisémites, dans des textes publiés sur son site internet et des tweets. Dans l'un d'eux, en avril 2016, de Lesquen écrit, je cite, « Je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, morts à plus de 90 ans. Ont-ils vécu les horreurs qu'ils ont racontées ?» Il parle aussi, je cite encore, de la plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah à 88 ans. À ma connaissance, elle va bien. Dans son programme présidentiel, il dit aussi vouloir lutter, je cite, contre la musique nègre. Et oui, Henri de Lesquen qui fait la différence notamment entre 2 races, la race congoïde selon lui et caucasoïde, qui se lâche complètement sur les réseaux sociaux, si bien que ça en devient même drôle finalement, puisqu'il est tellement fou que voilà, on se souvient de cette scène surréaliste, notamment dans le film d'Alexandre Amiel, Pourquoi nous déteste-t-il, avec Lucien Jean-Baptiste, que je vous invite d'ailleurs à regarder, Christophe, sur internet. On peut imaginer donc que Henri de Lesquen a été condamné pour ses propos. 16 000 € d'amende, notamment pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité en 2017. Cette même année, il perd la présidence de Radio Courtoisie. Ces provocations ont été si nombreuses qu'elles ont même choqué au sein de cette station, dont les idées penchent pourtant très à droite. Une quinzaine de responsables d'émissions avaient même réclamé sa tête, accusés de nuire à l'image de Radio Courtoisie. Et ils ont donc obtenu gain de cause, mais Henri de Lesquen, qui a fondé depuis le Parti national libéral, a ouvert une chaîne YouTube qui compte beaucoup d'abonnés, une centaine de vidéos dans lesquelles il donne de longues conférences. C'est donc à regarder cela que Damien Tarel, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron mardi, occupait ses journées. Et Damien Tarel est aussi abonné à la chaîne de la web télé TV Liberté d'un groupe royaliste, le Cercle Richelieu. Et sur Facebook, il aime l'Action française Lyon, un mouvement royaliste et antisémite dont l'un des fondateurs a été Charles Maurras à la fin du 19e siècle. Des perquisitions ont été menées d'ailleurs au domicile de Damien Tarel et de son ami donc Arthur C. L'objectif est bien de savoir s'il y a eu préméditation. Et oui, tout à fait. Il a un article du Dauphiné Libéré daté d'octobre dernier, retrouvé donc chez Damien Tarel, qui parle de la venue dans la région de Brigitte Macron. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il y a eu préméditation. En revanche, chez son ami, les enquêteurs ont retrouvé un exemplaire de Mein Kampf et plusieurs armes à feu dont on ne sait pas si elles étaient fonctionnelles ou neutralisées. L'épisode de la gifle d'Emmanuel Macron remet donc l'ultra-droite à la une de l'actualité, même si ces dernières semaines, elle est souvent mise en cause. Le mois dernier, dans l'Est de la France, 3 membres d'un
groupuscule d'extrême droite d'une dizaine de personnes, Honneur et Nation, ont été interpellés. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placés en détention. Ils avaient projeté un attentat contre une loge maçonnique, on en a parlé sur cette antenne, mais aussi contre Olivier Véran. Ces interpellations menées dans le Doubs et le Bas-Rhin avec le RAID ont eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste ouverte au début de l'année. 3 autres personnes également arrêtées, placées en garde à vue, ont été depuis relâchées. Et certaines de ces personnes étaient en contact avec Rémi Daillé, figure du mouvement complotiste français résidant en Malaisie. Arrêté fin mai, ce dernier est soupçonné d'avoir contribué à l'organisation de l'enlèvement en avril dans les Vosges de Mia Montemaggi, 8 ans, qui avait été retrouvée 5 jours plus tard. Oui, tout à fait. 3 hommes placés en garde à vue, rattachés à la mouvance du survivalisme d'ultra-droite. Ils étaient suivis depuis un bout de temps par la Direction générale de sécurité intérieure en raison de leur appartenance à cette mouvance et jugés potentiellement dangereux. Ces derniers mois, plusieurs survivalistes ont fait l'actualité. Par exemple, à l'automne 2020, 15 membres ou proches du groupe Action des forces opérationnelles, teinté de survivalisme d'extrême droite, ont été mis en examen dans l'enquête sur des projets d'attentats contre des musulmans. Le forcené qui a tué 3 gendarmes en décembre dans le Puy-de-Dôme était également proche de cette mouvance survivaliste. Et ces récents événements montrent que la menace de l'extrême droite est réelle et prise très au sérieux, car si cela ne concerne que moins de 3000 personnes, 6 attentats liés à la droite radicale ont été déjoués depuis 2017. Et c'est là effectivement tout le paradoxe. L'ultra-droite ne représente pas grand monde et pas grand-chose, elle a peu de moyens, mais les groupuscules, avec à chaque fois une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes tout au plus, sont prêts à passer à l'acte. Et c'est justement ce qu'avait indiqué sur notre antenne au début du mois, le 1er juin, au micro de Laurence Kahn, Paul Conge, journaliste à Marianne. Pour ce qui est des financements, on est quand même généralement plutôt dans des personnes qui font partie des classes populaires, voire très populaires. Ça donne généralement donc, à de la recherche d'armes par des moyens divers. La recherche d'explosifs, c'est pareil. Bon, c'est pas forcément des choses qui sont très coûteuses non plus. Pour ce qui est de leur pouvoir de nuisance, ce qui est intéressant, c'est que là, en général, la plupart des attentats qui ont été déjoués l'ont été alors qu'ils n'étaient qu'au début des préparatifs, ce qui montre bien que les services de renseignement en France ont vraiment à l'œil ces mouvances-là et vraiment les surveillent de très près. Et les spécialistes que moi j'ai pu interroger sur le sujet par le passé me disent que en général, les enquêteurs de la DGSI sont quand même très réactifs et savent s'y prendre avec ces groupes-là pour les repérer. Entendez Paul Conge, journaliste à Marianne qu'on reçoit très régulièrement sur Radio J, qui était avec nous donc la semaine dernière. Plusieurs enquêtes antiterroristes liées à cette mouvance sont d'ailleurs en cours. Eh oui, début avril, le parquet antiterroriste a demandé un procès en correctionnel pour 9 membres du groupe d'ultra-droite surnommé OAS, dont son chef proclamé Logan Nizin, un OAS qui peut d'ailleurs rappeler aussi ce qu'était l'organisation de l'armée secrète au début des années 60. Démenti en 2017, le groupuscule était soupçonné initialement d'avoir voulu s'en prendre à Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon ou encore des musulmans. La décision sur un renvoi éventuel en procès revient désormais au juge d'instruction chargé de ces investigations. Par ailleurs, au moins 4 autres enquêtes liées à des projets d'action violente de l'ultra-droite sont en cours depuis 4 ans. Et en janvier, le coordinateur national du renseignement, Laurent Nunez, s'est inquiété d'une montée en puissance des suprémacistes également et du survivalisme. Il a annoncé que 5 groupes de l'extrême droite qui fonctionnaient en clandestinité avec la volonté de passer à des actions violentes ont été dissous. Merci Christophe Dard pour ce dossier. On reviendra évidemment sur toute cette actualité et vous le disiez, donc la personne qui a giflé Emmanuel Macron, Damien T, passera en comparution immédiate ce jeudi. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Valence, qui a donc renseigné sur le profil de cet homme et de son comparse qui ont donc agressé le président de la République. Merci beaucoup. À suivre dans un instant le rappel des titres avec vous, Christophe Dard. Nous ferons aussi le portrait tout à l'heure à 6h20 de Milos Forman, le réalisateur Milos Forman, puisqu'un documentaire sur Arte est récemment passé sur la chaîne. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.